Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En septembre 14, l'Europe est déjà à feu et à sang. Ce sont les grandes batailles du début de la Première Guerre mondiale avec ces armées qui s'enterrent dans les tranchées. Et à l'autre bout du monde, au beau milieu de l'océan Pacifique, les puissances de l'entente. L'entente, c'est-à-dire France, Angleterre et Russie, auquel il faut ajouter le Japon. Là, c'est important pour la région dont on parle. Et d'autre part, les puissances des empires centraux, Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie. Tout ça s'affronte évidemment dans le Pacifique. Les Anglais ont des colonies et des bases navales un peu partout, en Chine, en Malaisie, au sud de la Papouasie. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des alliés plus que précieux, évidemment, et la France, de son côté, peut tabler sur la Nouvelle-Calédonie, les Marquises et Tahiti. L'Allemagne possède en Micronésie, en Chine, aux îles Samoa, au nord de la Papouasie également des bases. La flotte du Kaiser est seule contre toutes les autres. Elle est en nette infériorité du côté des Alliés, donc Grande-Bretagne, France, Japon, Australie. 10 000 hommes, 265 navires de guerre. Côté allemand, 3 000 hommes et seulement 17 navires. 265 d'un côté, 17 de l'autre. Ces 17 navires composent l'escadre d'Extrême-Orient qui est commandée par l'amiral allemand von Spee. Cet amiral von Spee, il comprend qu'il va devoir se montrer très habile. Alors, d'abord, il disperse sa flotte dans cet immense océan Pacifique pour la rendre le plus invisible possible. Puis, il va furtivement la rassembler dans les îles Mariannes, qui sont allemandes. On est dans le quart nord-ouest du Pacifique, là. Hein. Il constate vite qu'il ne pourra pas rester dans cette zone totalement dominée par tous ses ennemis et décide de traverser tout l'océan Pacifique d'ouest en est pour se replier au Chili, pays ami où l'escadre pourra se ravitailler en charbon, car tous ces navires carburent au charbon, bien sûr. Hein, c'est le nerf de la guerre navale, si je puis dire. Von Spee est rusé, il laisse en arrière un ou deux navires très actifs pour faire croire que la flotte allemande est toujours là, ce qui fait que les Anglais et les Français vont se laisser berner. Personne ne se doute qu'en vérité, les Allemands sont en train de mettre le cap à l'est. Et sur leur route, il y a Tahiti avec justement son stock de charbon. Franck Ferrand sur Radio Classique. 21 septembre 1914, sur l'île française de Bora Bora, on est à 250 km juste avant Tahiti. Les gendarmes qui gardent cet atoll repèrent une flottille qui a l'air d'approcher à l'horizon, des navires qui n'arborent aucun pavillon. Ils viennent mouiller dans la rade pour se ravitailler en charbon. On appelle ça charbonner à l'époque. Le brigadier de service, un gendarme, grimpe dans une pirogue et accoste le navire amiral, qui est un croiseur. Et quand il monte sur le pont, le gendarme entend tous les officiers de bord parler anglais. Il est persuadé qu'ils sont britanniques, il leur fait bon accueil. Et réciproquement, d'ailleurs, les officiers lui posent même quelques questions, dans un français avec accent, sur les forces françaises à Tahiti. C'est pas loin, Tahiti. La rade de Papeete est bien défendue, n'est-ce pas ? Et notre brigadier répond: Papeete, zéro, pensez, il n'y a aucune fortification. Et la troupe, pareil, rien qu'une garnison. Alors avec ça, il n'y a pas de navire, pas mieux, rien qu'une canonnière, la Zélée qu'elle s'appelle. Ah, il en faudra du zèle à la Zélée. Heureusement que les Boches, ils sont pas là. Le brigadier n'a pas compris que les navires qu'il est en train de laisser charbonner étaient bien sûr, sont en l'occurrence des navires allemands. 250 km plus à l'est, à Tahiti, à Tahiti, les choses, pour l'instant, ne sont pas du tout, il n'y a aucune alerte, bien entendu. C'est Claude Farrère, le grand Claude Farrère, avec Paul Schack, qui a écrit dans la Revue des Deux Mondes en septembre 24, une épopée de Tahiti, je les cite. Dominant la mer d'un bleu profond, 2 blocs de volcans éteints s'élèvent vers ce ciel, 2 massifs géants habillés d'une forêt tropicale, d'une forêt dont l'exubérance ne cache aucune plante mortelle, aucun insecte exaspérant, aucun reptile dangereux, aucune bête de proie, la seule forêt connue qui soit toute douceur et d'humanité, la seule forêt qui, tous les jours de l'année, invite aux longues siestes d'amour. Aucune route ne viole les allées sillonnées de rivières de cristal. Luxe suprême, la robe verte de Tahiti est frangée de corail. Ainsi court tout autour de l'île une plaine large de 6 km par endroit, corniche bien plane que les éboulis, les alluvions et les débris de la grande forêt ont feutré d'une précieuse couche d'humus où toutes les cultures prospèrent miraculeusement, sans effort, presque sans travail. Là s'élèvent les jolis villages avec les maisons clairsemées, perdues dans les cocotiers. Ah oui, quand on cite Claude Farrère, tout de suite, ça prend une poésie
extraordinaire. Donc il y a des villages qui ont été annexés d'ailleurs par la France 35 ans plus tôt. Il y a eu cette guerre éclair contre les Polynésiens. Et un gouverneur français qui administre la colonie. Il s'appelle William Fautier. Ça s'écrit F-A-W-T-U-R. Il a 47 ans et lui, ce qu'il veut, c'est assurer la prospérité d'une île où il ne veut pas de combat. L'île est gardée par une seule garnison à terre et, vous avez bien compris, un seul navire avec ses marins, donc une canonnière qui s'appelle la Zélée, commandée par le lieutenant de vaisseau Maxime d'Estremaux, qui a 39 ans, et dès le début de la guerre, l'amirauté a nommé d'Estremaux commandant militaire de l'île. Et là, il va y avoir forcément un peu de tirage, puisque les relations entre le gouverneur Fautier et le lieutenant d'Estremaux sont exécrables. D'Estremaux presse Fautier d'enfermer les ressortissants allemands ou autrichiens qui sont sur l'île. Il y en a 41 quand même. Sauf que Fautier ne veut pas en entendre parler, parce que tous ces gens travaillent pour une société commerciale d'Océanie et qui est très importante économiquement. Le gouverneur et le ministère des colonies n'ont consacré aucun crédit à l'entretien des batteries d'artillerie qui sont sur l'île et qui donc maintenant sont pleines de végétation. Bref, elles sont inutilisables. Et en revanche, le gouverneur Fautier a fait remplir les stocks de charbon qui sont destinés à l'industrie, sans penser que d'autres pourraient en faire peut-être un mauvais usage. D'Estremaux, dès qu'il est nommé au poste de commandant militaire, donc, va prendre des mesures défensives. D'abord, il crée des postes de vigie sur les massifs. Il mine les signaux de navigation dans la rade. Il protège le réseau téléphonique parce que l'île est dépourvue de stations radio. Il va mobiliser tout ce qu'il peut, y compris les civils. Il ne sait pas qu'une étrange escadre ravitaillée à Bora Bora est en train de s'approcher de Tahiti, d'Estremaux, mais il est prêt, si je puis dire. Il a quand même été informé que des bâtiments allemands ont été aperçus aux îles Samoa. Alors, il va accélérer ses préparatifs. Il fait débarquer de son navire la Zélée 9 canons. Faut imaginer les lourds canons qui sont descendus à bout de bras sur des pirogues qu'on emmène comme ça jusqu'à terre. Il les installe dans les pentes au-dessus de Papeete, cachées par la forêt. Ils pourront défendre comme ça la rade. Et il fait sauter tous les signaux de navigation, les balises, les bouées, les lanternes. Pour accéder par la mer à Papeete, il faut franchir la barrière de corail par une ouverture qui fait seulement 70 mètres. On appelle ça une passe, Et cette passe est signalée par des balises. Sans ça, d'ailleurs, on ne peut pas trouver la passe. Le 22 septembre dans la nuit, le téléphone sonne dans la chambre du sémaphore où dort justement d'Estremaux. « Commandant, lui dit-on, le poste d'observation de Moorea a allumé un feu. » Moorea, c'est un atoll. Si vous êtes allé en Polynésie, vous connaissez par cœur, bien sûr, un atoll qui est dans le nord-ouest, qui est au nord-ouest de l'île, au nord-ouest de l'archipel. Des vigies guettent là jour et nuit. Ils ont allumé un grand bûcher. Et ça veut dire que des navires ennemis sont en approche. Alerte immédiate depuis son sémaphore, là, d'Estremaux téléphone à tous les postes de Papeete. Visibilité presque nulle, dit-il. Tenir les hommes rassemblés, prêts à marcher vers le point que j'indiquerai et faire prévenir le gouverneur. Et puis là-dessus, il attend en scrutant la brume du matin. Il est là avec ses jumelles. À 6h32, la brise se lève un peu, la brume commence à se déchirer et 2 croiseurs apparaissent. Ils sont là, juste à 3000 et ils n'arborent aucun pavillon. Mais d'Estremaux est plus avisé que le brigadier de Bora Bora, évidemment qu'il a reconnu ces navires avec leurs mâts égaux et leurs 3 cheminées égales. Ce sont 2 redoutables croiseurs allemands, en l'occurrence le Scharnhorst et le Gneisenau, qui sont dotés d'une puissance de feu absolument terrible et commandés donc par le comte von Spee en personne. Les autres bâtiments de la flotte restent en retrait. Ils sont déjà en train de faire route vers l'île de Pâques. L'attaque des croiseurs allemands est donc imminente. Ils vont faire main basse sur le charbon, peut-être couler la Zélée, mais le gouverneur de l'île, Fautier, et le commandant militaire continuent de se disputer. « Lieutenant, dit le gouverneur, je vous somme de ne pas engager les combats. Nous n'avons pas les moyens. Ces croiseurs vont réduire Papeete en cendres. Pensez un peu aux civils. » « Comment osez-vous me demander de ne pas nous défendre ?» répond le lieutenant. « Le commandant militaire ici, c'est moi. Quittez la ville, évacuez les habitants. » Et c'est ce que va faire le gouverneur avec la totalité ou la quasi-totalité des habitants de Papeete. Ils vont aller se réfugier dans les terres, monter un peu dans les montagnes. Les croiseurs allemands commencent par effectuer quelques manœuvres d'intimidation en espérant une reddition, mais quand ils sont à portée de canon, d'Estremaux donne l'ordre d'ouvrir le feu. Et bien sûr, aussitôt les Allemands ripostent, évidemment. Ils n'arrivent pas quand même à atteindre l'artillerie française qui a été bien dissimulée dans la végétation. D'Estremaux donne un autre ordre, s'aborder un cargo français à l'entrée de la passe. Idem pour le Valkyrie, une charbonnière allemande qui passait par là au tout début du
du conflit en août et qui a été capturée. On va la saborder également. Et enfin, il donne l'ordre à son second, qui est le lieutenant Barbier, de prendre le commandement de la zélée avec pour instruction l'instruction suivante: positionner la canonnière au milieu de la rade, engager le combat en tirant sur les croiseurs allemands et en dernier recours, saborder la zélée au milieu de la rade si vraiment il n'y a plus moyen de combattre. La dernière décision pour d'Estremaux, c'est de faire brûler tout le stock de charbon qui est l'enjeu de la bataille en question. Sans balisage et avec tous les obstacles qu'on peut imaginer dans l'eau, les Allemands ne parviennent pas à trouver un passage pour leurs croiseurs. Von Spee est là qui tergiverse. Il lance vers la côte des embarcations légères pour faire débarquer des hommes. Seulement, les Français le bombardent aussitôt et il n'est plus question de débarquement. Les Allemands ne s'attendaient pas à cette défense très résolue. Et d'autant plus que maintenant, le stock de charbon est en train de partir en fumée. Alors, est-ce que ça vaut toujours la peine? Les croiseurs allemands vont cesser de viser la canonnière, la zélée et les batteries dans la forêt. Et à 9h20, c'est une pluie d'obus qui s'abat cette fois sur la ville elle-même. 50 obus de gros calibre. Près du marché, un stock de copra va exploser. Ça, c'était très inflammable. Hein. Tout le centre-ville est bientôt en feu. Et à ce moment-là, les croiseurs allemands battent en retraite et se mettent à s'éloigner. Les 9h30, Papeete brûle, mais on peut dire que d'une certaine façon, Papeete a tenu. On compte 2 morts seulement du côté français. Von Spee et l'escadre fantôme vont faire route vers le Chili à toute vitesse et la flotte britannique, désormais informée de la route de ces navires allemands, va pouvoir les attendre. Les 2 croiseurs allemands couleront 2 croiseurs britanniques à la bataille de Coronel. Ça, ce sera le 1er novembre. Vous voyez quand même que ces croiseurs allemands, ils étaient très puissants. Ils avaient une puissance de feu absolument incroyable. À Tahiti, maintenant, il est temps de faire le bilan. Un tiers de Papeete est parti en cendres et le gouverneur est effondré. Il s'en prend à d'Estremaux. « Quel désastre !» dit-il. « Et la flotte ennemie qui repart intacte, vous en répondrez devant l'état-major, lieutenant. Vous n'êtes qu'un déserteur, un capitulard, lui répond d'Estremaux. Vous imaginez, incroyable cette guerre entre les 2 représentants français. Quant aux Polynésiens, eux, ils ont choisi leur camp. Maxime Reynaud, dans la Première Guerre mondiale dans le Pacifique, qui est paru aux éditions Passé Composé l'année dernière, raconte cette scène. Les Polynésiens ont immédiatement exprimé de la reconnaissance envers le capitaine. Peu après le départ des Allemands, des Tahitiens plongent sur l'épave de la zélée, remontent son pavillon à la surface et le ramènent à terre pour l'offrir à d'Estremaux, qu'ils acclament chaleureusement pour avoir empêché l'ennemi de prendre pied sur leur terre. La véritable guerre, si je puis dire, là-bas sur place, c'est entre Fautier et d'Estremaux, toujours. Et tout l'équipage de la zélée est solidaire du lieutenant de vaisseau. On se déclare même prêt à destituer le gouverneur manu militari s'il le faut. Vous imaginez, un coup de force sur l'île, Fautier profite de cette menace pour appeler le ministère de la Marine à Paris pour demander qu'on le soutienne. Il réclame une enquête, il va l'obtenir. C'est l'amiral Huguet en personne, le commandant de la flotte du Pacifique, qui arrive le 27 novembre et qui va mener cette enquête. Si le lieutenant d'Estremaux a vaillamment défendu Tahiti, il n'en a pas moins fait preuve d'insubordination à l'autorité civile, déclare l'amiral Huguet. Et d'Estremaux est rappelé en métropole. Et le 3 décembre 14, il doit embarquer à bord d'un croiseur pour repartir pour la France, pour la métropole. Autant dire que le gouverneur a gagné. On a quand même saisi la justice militaire, on mène une nouvelle instruction. La marine va confier au lieutenant le commandement provisoire d'un torpilleur à Toulon. Seulement dès son retour, d'Estremaux tombe gravement malade. Et il va décéder 2 mois plus tard, en mars 1915. Il meurt, sa fille nous le dira, dans le chagrin et dans l'inquiétude. Franck Ferrand sur Radio Classique. Estremaux n'a pas supporté ce qu'il considère comme une injustice et pourtant la justice militaire va le blanchir et même lui décerner la croix de guerre. Il sera cité en 1918 à l'ordre des officiers de la Légion d'honneur. Maxime Reynaud nous dit encore: par son action, d'Estremaux a évité un débarquement allemand à Papeete qui se serait traduit par de lourdes réquisitions et par la destruction probable des infrastructures vitales. C'était ça l'objectif des Allemands. Et d'Estremaux, dans l'extraordinaire bras de fer qu'il a mené contre l'autorité civile, c'est vrai, contre le gouverneur Fautier, a évité cela. Sauf que, voilà, il y a eu cette insubordination à l'autorité civile. C'est en tout cas ainsi qu'en a décidé l'amiral. Et à partir de là,
il a bien fallu le sanctionner. Les munitions utilisées par les croiseurs allemands pour bombarder Papeete vont par la suite faire défaut aux Allemands. Et jusqu'à la fin de la guerre, l'escadre de l'Extrême-Orient va se contenter essentiellement d'attaquer des navires commerciaux, ce qui fera du comte von Spee une sorte de corsaire. Vous écoutez Radio Classique.